Hey, what's up Guillaume, comment ça va mon vieux? Salut man, ça roule aussi? Ça roule, je suis content. Aujourd'hui, on s'attaque, toi puis moi, à un nouveau sujet qui est quand même pas mal alien pour moi, n'ayant jamais levé d'argent, puis n'ayant jamais négocié un deal de financement en capital de risque. Par contre, le fameux term sheet, d'ailleurs, c'est quoi le mot en français, tu penses? Genre, Une lettre d'intention? OK, Ouais. term sheet, lettre d'intention. OK. Toi, tu baignes là-dedans, là, genre, c'est pas la première copie de ça que t'as vu dans ta Non, vie. une Puis bonne trentaine. pour le monde qui savent pas déjà t'es qui, même si ça fait 2 ans qu'on se parle, puis que je te réfère, puis plein d'affaires, juste dis en 30 secondes t'es qui, puis c'est quoi tu fais, puis après on va rentrer dans la viande. Yes. Fait que Guillaume Falardeau, je suis l'avocat fondateur de Léviat Légal, un cabinet d'avocats boutique en technologie et capital de risque. Puis au day-to-day, on représente des founders de compagnies principalement de software, parce que c'est ça qui lève du capital, dans tous leurs besoins juridiques au quotidien, ce qui inclut ce qu'on va discuter aujourd'hui, donc la négociation d'un term sheet, d'une lettre d'intention d'un Hmm, financement. exact. Fait que pour les founders qui doivent financer leur croissance grâce à du capital de risque, Mhm, il y a un paquet de nouveautés qui arrivent dans leur vie, right? Là, nous, aujourd'hui, on veut décortiquer une de ces nouveautés-là, qui est mhm. ce document. Je peux-tu dire un document légal, Guy, genre? Ouais, ouais. Ouais. Mhm. Bon, ce document légal-là, ça peut sembler être du charabia, ça peut peut-être être intimidant même, je pense, pour certains founders. Fait que le but, c'est de catcher un petit peu c'est quoi les morceaux principaux, puis d'être capable de naviguer à travers ça mieux, I guess. Mhm. Ouais, exact. Puis je pense que pour donner plus de contexte, je commencerais par expliquer pour ceux qui n'ont pas d'expérience en financement, comment est-ce que tu te rends à recevoir ce document-là. Comment ça? Normalement, tu ne le reçois pas comme par la tête, par surprise par un investisseur. Fait que normalement, tu commences les discussions préliminaires avec des investisseurs, tu fais des pitchs, tu as une coupe d'appels de discussion, tu vas souvent partager de l'information par rapport à ta compagnie, montrer un peu ta traction, ton nombre d'utilisateurs, parler un petit peu de ton roadmap produit, tes unit economics, tout ça, pour que l'investisseur puisse se faire une tête préliminaire sur ça vaut-tu la peine de pousser les discussions puis de commencer à négocier un deal d'investissement. Et c'est à ce moment-là, une fois que l'investisseur se fait une tête et dit ouais, je pense que je voudrais investir dans cette compagnie-là, qu'il va présenter à la compagnie un term sheet. Donc, je dirais que 99% du temps, c'est l'investisseur qui le rédige, qui prépare les termes. Il va déterminer, puis on va le voir ensemble, la valorisation, le montant qu'il veut investir, la taille complète de la ronde qui inclut tous les investisseurs, les paramètres de négociation et tout ça. Puis il va l'inscrire dans la lettre d'intention, il va le présenter au fondateur, puis c'est souvent là qu'on intervient. C'est-à-dire que quand la compagnie reçoit le term sheet, ben, on va s'asseoir avec le fondateur, on va passer au travers les termes, puis on va être capable de leur indiquer est-ce que c'est des paramètres qui sont euh, comment dire, comme standards, est-ce qu'ils sont favorables à l'entrepreneur, est-ce qu'il y a des points d'amélioration qu'on pourrait apporter, puis on va en passer une en revue ensemble. Nice. Fait que, inévitablement, quand tu reçois un term sheet, tes avocats s'impliquent, right, pour t'aider à réviser ça puis à décortiquer un peu what's good. Oui, oui, absolument. Puis ce qui est surtout important de garder en tête, c'est que ce document-là, c'est vraiment le livre de recettes, là, les paramètres qui vont guider tout le reste de la transaction, puis toute la documentation par la suite. Fait que souvent, il y en a qui YOLO un petit peu, qui arrivent avec un term sheet déjà signé, puis disent Hey, by the way, j'ai signé ça, peux-tu m'aider? Il est souvent pas mal trop tard, réputationnellement et ou juridiquement, pour changer les termes une fois que c'est signé. Puis mieux vaut, puis ça prend pas ça prend pas comme 200 heures à négocier un term sheet, là. Je veux dire, on en voit tellement qu'en diagonale, on est capable de flaguer rapidement c'est quoi les enjeux puis les points de négociation à soulever. Euh, Fait que ouais, définitivement, s'il y a un moment où on devrait être impliqué, si c'est pas avant, c'est définitivement là ou plus tard, là. C'est pas comme quand je reçois un DocuSign léger puis je fais juste clic next, next, next. Non, non. Ma blonde n'est jamais fière de moi d'autre quand que je fais ça. Alright. Fait que t'en as un modèle ou un carcan qui est déjà anonymisé, Ouais. là, je pense, de ton côté. Tu veux-tu qu'on pop it open? Tu veux-tu qu'on rajoute plus de contexte? Moi, je suis Ouais. game de te suivre là-dedans, Non, là. côté contexte, on est good. Je pense, déjà, dans le document, il y a beaucoup de mise en contexte aussi. Fait que ce que je vais faire, c'est juste fermer mes autres tabs, là, puis mes Ben oui, documents. prends ton temps, pas de stress.
mes 8 vidéos de Borat, là. Moi, pendant ce temps-là, je vais actually rouvrir le case study qu'on a fait avec vous autres pour dire au monde de s'ils veulent creuser un petit peu plus loin. L'année passée, on a fait un case study vraiment sick avec Leviat, puis c'était une étude de cas sur Gaia, qui venait à l'époque de lever 13,2 millions US dans une série A. Puis on a comme Mhm. fait l'anatomie euh, d'un financement un petit peu comme ça. Puis c'est quoi les grosses étapes dans une levée de financement que les fondateurs doivent s'attendre à vivre, genre. Mhm. Fait que si le monde veut aller voir, au pire, je le mettrai dans la description, là, mais c'est saspace.com/blog, puis tu vas le trouver vite, Leviat fois Gaia. Mhm. Ouais, c'est un bon point parce que tu sais, le case study qu'on avait fait avec Gaia, c'était vraiment macro. Tu sais, on regardait Ouais. du début à la fin de la ronde de financement. Ça, c'est un des points précis puis qui est particulièrement important dans la ronde de Hmm, financement. Fait que ça, c'est plus un double click là, si on zoom in à travers exact. un des points, qui est le term Bon, sheet. ouais, c'est vrai. C'est plus là, ce que j'ai fait ici, Qu'est-ce que je c'est. regarde, Guy, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça, ce document-là, tu sais, j'ai repris un modèle de term sheet qu'on utilise pour nos transactions, que j'ai anonymisé, j'ai mis des petits carrés partout. Hmm, Les points carrés, ça représente des éléments habituels de négociation, là, ce qui va être comme ajusté ou paramétré en fonction euh, OK. des compagnies. Fait que ça, puis pour faire un speedrun rapide, là, tu vas voir, ça prend quand même, ben, il y a quand même du stock là-dedans, là. Fait que, Combien de tu sais, pages, mettons? Puis tantôt, tu t'as- zoomeras in aussi, s'il te plaît. ouais, t'as 8 8. pages, mais tu sais, 8, 7, 6, mettons 5 pages de contenu. OK. Puis c'est segmenté par thème, là. Donc, tout ce qui touche aux éléments financiers, tout ce qui touche aux éléments de droit des investisseurs dans la convention actionnaire. On va en parler un petit peu. Comme ça a-tu du sens? Une petite coche de plus? Ouais. Alright. Voilà. Donc, euh, fait que bref, dans un term sheet, là, si je commence par le top, ça va essentiellement dire c'est qui la compagnie qui lève du capital, c'est quoi le type d'action émis. Ici, dans cet exemple-là, c'est Hmm, des Class Seed Preferred Shares Series 2. Tu peux les appeler pas mal comme tu veux tes catégories d'actions. Souvent, tu l'appelles en fonction de ton consensus de ronde. Là, si t'es rendu au seed, tu vas appeler ça des Class Seed Preferred Shares. Si t'es rendu à la série A, tu vas appeler ça des Class A, mais il n'y a pas de règle absolue. Tu peux appeler ça des. On en voit qui le monde appelle ça des trucs funky juste parce que c'est drôle, là. Mais tu sais, OK. essentiellement, c'est ce qu'on retrouve ici. Tu vas avoir l'information par rapport à tes investisseurs ici. Fait que des fois, tu as un lead investor, donc un investisseur qui négocie les termes pour le bénéfice de tous les investisseurs de la ronde. Ce lead investor-là va être souvent la personne qui fait, puis pas toujours, mais très, très souvent la personne qui fait le plus gros chèque, qui s'occupe de la vérification diligente, fait qu'il va avoir vraiment le lead sur valider les termes d'investissement, si c'est une bonne compagnie, puis est-ce qu'on va de l'avant avec la transaction. Fait que ce lead-là, c'est vraiment lui qui détermine ça passe-tu ou ça casse-tu, parce que euh, parce que si lui va pas de l'avant, puis qu'en cours de route décide de canceller le projet, ben les chances sont que t'as pas de deal. Mais là, ça, quand moi je reçois ça comme founder, mettons, là, pis je suis bien Ouais. excité parce que je veux raise, je sais pas, là, on est en seed, offline, tu me disais, ça peut être anywhere de 2 millions à quoi, mettons, genre, Ouais, ben tu sais, ça varie. t'as toujours des barèmes en fonction genre Québec, pas c'est Call it SF. Québec, mettons. Ouais, mais mettons genre tu sais 2-3 millions seed round, c'est OK. dans les ranges habituels, là. Bon, fait que là, je suis bien excité parce que je m'apprête à recevoir mon 2-3 millions. Est-ce que moi, quand je reçois ça, je peux assumer que toute la série d'investisseurs derrière le lead c'est le lead qui négocie pour eux, finalement. Genre, tu sais, j'ai pas besoin de faire ça avec tout le monde, right? Exact. Tu peux présumer ça la majorité du temps. OK. Fait que ce qui arrive en réalité, puis ça c'est un point super important, c'est que oui, tu peux avoir un lead qui négocie pour la majorité du monde ou pour tout le monde. Par contre, il y a deux trucs qui peuvent arriver souvent. Un, tu peux avoir des co-leads. Fait que des fois, mettons, tu as plusieurs investisseurs qui sont intéressés, qui vont mettre des montants égaux ou substantiellement similaires, puis ils veulent co-lead ensemble parce qu'ils veulent pas qu'il y en ait un qui a un pouvoir plus important sur la compagnie que l'autre. Donc, ils vont Intéressant. co-négocier ensemble. Fait que ça, c'est un cas de figure qui pourrait arriver, autre que le cas typique de un lead qui fait tout pour tout le monde. Un deuxième cas qui arrive souvent aussi, c'est que tu as beaucoup d'investisseurs
institutionnels qui, eux, peu importe s'ils lead ou qui suivent, ils ont des obligations imposées par leur fonds ou par peu importe les personnes à qui ils doivent quelque chose. Fait exemple, tu as un fonds institutionnel, mettons Investissement Québec. Investissement Québec, ben lui, il pourrait avoir des termes spécifiques à eux. Exemple, que les documents qu'ils signent soient en français. Ben à ce moment-là, tu peux avoir plusieurs canaux de négociation en parallèle, puis plusieurs demandes d'investisseurs en parallèle qui s'ajoutent à ton lead investor. Fait que ça veut pas dire que parce que tu as finalisé ton term sheet que tout va suivre ça slam dunk, mais le plus possible, c'est ça, parce que ça peut devenir quand même un enfer rapidement si tout le monde commence à avoir des demandes parallèles. Mais quand tu as un lead vraiment fort qui prend, mettons, disons 60% de la ronde, les chances sont que tout le monde va se ranger derrière lui. Est-ce que c'est souvent ça, Guy, genre un lead peut aller jusqu'à un 60% du financement ou des fois c'est beaucoup plus petit en pourcentage? Ça peut être, on en voit toutes les couleurs, là. Fait que, tu peux avoir des leads qui prennent genre 90% de la ronde. Tu peux avoir des leads qui en OK. prennent, mettons, genre 60, des trucs comme ça. Puis, il y en a qui vont même prendre des positions minoritaires dans la ronde. Fait que, c'est drôle parce qu'on en fait en ce moment que le lead prend, mettons, prend une petite portion de la ronde, mais c'est la personne avec le plus d'expertise dans le domaine de la compagnie. Et donc, les autres, même s'il y a certains qui pourraient mettre des chèques plus élevés, se fient sur ce lead-là pour savoir si c'est un bon investissement ou non à suivre. Wow. OK. Fait que ça arrive. Une chose que je dirais là, que les investisseurs vont souvent garder en tête dans la détermination de la grosseur du chèque puis du montant du chèque qu'ils vont prendre par rapport à la totalité de la ronde, c'est leur prorata. C'est-à-dire que si l'investisseur prend le quart de la ronde, mais lorsque tu as des votes, par exemple, à passer à tes investisseurs pour accepter des décisions, pour faire des transactions, ben ce lead investor-là qui a pris le quart de la ronde, il va seulement avoir 25% des votes des investisseurs et donc va devoir convaincre d'autres investisseurs de se ranger derrière lui lorsqu'il vient le temps de voter. Et donc, si l'investisseur lead veut avoir le plus de marge de manœuvre possible et essentiellement dicter les décisions, ben, il va prendre, disons, plus que le 2 tiers de la ronde. Puis souvent, c'est des thresholds de 66 et 2 tiers%. Fait que, disons 67%. Fait que si lead investor prend, disons, 70% de la ronde, il est pas mal sûr de sa shot pour caler les décisions futures. Avoir un poids plus fort sur le CA et les décisions existentielles de la compagnie, mettons. Ouais, exact. Exact. Puis est-ce que... C'est du bon capitalisme, là. Je veux dire, tu fais le plus gros chèque, c'est toi qui colles le plus de shots. Fait que c'est logique. Parlant de capitalisme, penses-tu qu'on devrait redonner une chance au communisme? Non, C'est une couple d'années qu'on n'y a pas repensé. Excuse-moi, dude. Alright. Fait que là, on a le preview un peu de c'est quoi la métadata importante sur cette transaction-là qui vit sur le document d'un term sheet. Mm-hmm. C'est-tu là-dessus qu'on passe le plus de temps? Par où tu continuerais, mettons, pour nous éduquer là-dessus? Dans ce document-là? Ouais, dans ce document-là. On va avoir avec le temps qu'on a, là, si on a le temps parce que là, on n'en a pas fait beaucoup. Mais je peux essayer de speedrun un peu plus, puis s'il y a des sujets qui attirent ton attention, on peut en parler un petit peu plus. OK. Il y a beaucoup de choses qui sont pas mal comme procédurales, c'est-à-dire que le prix par action, ça va être juste une formule déterminée par le nombre d'actions en circulation, on ne passera pas trop de temps là-dessus. Ta date de clôture, c'est souvent vous avez déterminé une date à laquelle vous essayez de vous planifier clôturer. Tu peux avoir des rondes qui restent ouvertes pendant une certaine période. Fait que, par exemple, tu peux dire, moi, je fais une ronde de 3 millions au total, mais on close avec 2 millions, puis on laisse 1 million additionnel qu'on peut closer dans les 30 prochains jours. Fait que si d'autres investisseurs se manifestent puis veulent se joindre par la suite, il y a une période tampon de 30 jours qui peuvent se joindre. C'est quand même pratique si jamais tu n'es pas capable d'avoir tout le capital à clôturer pour clôturer d'un seul coup. Ça te donne une marge de manœuvre. Il y a souvent, les investisseurs vont presque toujours demander d'avoir une certaine allocation ou d'avoir un plan d'option avec une certaine portion du pool disponible pour émission pour des embauches futures. Fait que souvent, l'investisseur va te demander, avant d'investir, que tu top up ton option pool. Fait que tu augmentes le nombre d'options disponibles pour émettre à des nouveaux employés. Ça, on en a parlé quand même pas mal dans le passé. C'est ça que j'allais dire. Si le monde veut aller sur saspace.com/partenaire avec un S, cliquez sur Leviat. Toutes les ressources qu'on a créées, mettons, avec vous autres, sont là. Puis sur YouTube, là, le titre, c'est tes employés. Le titre du vidéo pertinent ici, c'est tes employés veulent de l'équité, les ESOP expliqués par un avocat. Celui-là est avec Mathieu, je pense, ton collègue. Ouais.
Fait que ouais, c'est cool parce ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble qu'on est rendu qu'on peut genre, on a des assets dédiés à certains sujets, genre. Fait que, Ouais, en ouais. tout cas, C'est cool. ouais. Fait que ouais, plan d'option, ça c'est un des trucs qui va toujours être discuté. Puis là, ça devient un point de négociation avec l'investisseur, à savoir, bon, mais l'investisseur veut, vu que c'est pas lui qui paye pour la dilution habituellement là, par le plan d'option, il veut vouloir le plan le plus gros possible avant le closing. Les fondateurs, ben, vu qu'ils supportent cette dilution-là, vont vouloir trouver un point qui est comme un juste milieu entre ce qui est nécessaire pour émettre des nouveaux employés jusqu'à la prochaine ronde, mais en même temps, euh, pas trop gros pour pas supporter trop de dilution. Fait que tu as souvent des points de négociation là-dessus. Puis il y a des standards aussi dans le marché. Tu sais, je veux dire, un plan d'option, c'est souvent comme entre, tout dépendamment du stade, là, mais mettons à ce stade-là, disons 10, 12%, 15%. C'est rarement comme 50%. Fait qu'on tend toujours Des vers des trucs similaires. Là. 10-12% des common Euh, shares de la compagnie, c'est ça? de toutes les actions en circulation, ouais. De toutes Ouais. les actions. Fait que mettons un plan de 15% veut dire que si ton plan était mis en totalité, puis il y a toujours des détails, là, mais supposant qu'il était mis en totalité, tes employés qui ont des actions dans ton plan d'option vont avoir 15% de la compagnie au total OK. via le plan d'option. Puis, juste pour être certain que je comprends l'espèce de chronologie de consommer ce document-là, est-ce que quand j'ouvre ça, je peux avoir des surprises ou la majorité des discussions ont été quand même pas mal eues verbalement ou dans les meetings? Ouais, c'est une super bonne question. C'est pour vrai, euh, idéalement, là, toutes les discussions sur les points importants ont lieu avant de la recevoir. Fait que, la majorité des fondateurs et des investisseurs vont s'entendre verbalement sur les points comme la valorisation, la grosseur du plan d'option. Ouais. C'est tous les détails qui sont, mettons, si, mettons, les actions des fondateurs vont être restreintes puis vont vester avec le temps puis que les fondateurs pourraient perdre leurs actions en quittant, tous ces détails-là qui sont super, super importants par rapport au deal sont souvent discutés d'avance, mais ça arrive, on a toujours des surprises, ça arrive des moments où le fondateur reçoit un term sheet, puis là, il avait pas prévu un truc comme objectivement super important, puis que là, c'est comme une surprise, puis là, faut avoir des discussions, des nouvelles discussions à ce moment-là. Là. OK, gotcha. Puis, Mais mettons, mettons, pour l'expérience fondateur, c'est mieux que tout ça soit discuté verbalement avant, puis là, après le term sheet suit. Là. mettons parce que tout, on a vu des centaines, sur 10, grossièrement, il y a combien que c'est des mauvaises surprises quand tu ouvres le term sheet? Mettons, ça dépend de la grosseur de la surprise. Tu as toujours, mettons, je sais pas, peut-être qu'il y a disons 30% qui vont avoir un élément que le fondateur va dire genre, ah shit, ça, j'avais pas pensé, ou ça, on n'avait pas discuté. OK. C'est pas si pire que ça. OK, ça marche. Puis aussi, il y a des choses, ça c'est toujours particulier, il y a des choses qui sont traditionnelles dans le milieu, mais qui peuvent être une surprise pour le fondateur. C'est-à-dire que c'est pas parce que on le voit dans tous les deals que le fondateur qui fait son premier seed round à vie va le savoir que c'est standard puis que c'est normal. Fait que des fois, il y a un peu de disconnect entre d'éducation. Ouais, un peu d'éducation à faire à ce niveau-là. Quand nous, on a vendu Snipcart, je sais pas si tu savais, on a vendu Snipcart en deux. J'en ai entendu parler. Mais toute la section sur les représentations et garanties, reps and warranties dans notre deal de vente, genre la quantité de choses à laquelle on devait s'engager puis promettre après avoir vendu, tu sais, notre IP, nos actifs, nos actions, tout ça. Moi, j'étais mind blown. J'étais, ben, voyons donc, tu sais. Ouais, tu connais ça, mais c'est standard. trippé quand même, là. En tout cas, ouais, very nice. Fait que c'est ça. Fait que ouais, t'as toujours des surprises sur des trucs même standards. Puis les représentations et garanties, c'est un bon exemple. Tu vas avoir une grande quantité de ça. Puis après, c'est une question de genre, est-ce que je suis relativement confortable que c'est vrai ce que je dis? Ouais, exact. Trop intéressant. OK, cool. Fait ensuite, ouais. Fait que si préalablement à ta ronde, ta seed round, tu as levé des titres convertibles, exemple, tu pourrais avoir raisé des safes ou des notes convertibles avant, fait que, tout le travail de conversion se fait à ce moment-là. Fait que ça va être mentionné dans ton term sheet. Ensuite, là, on rentre dans tous les termes. Avant, là, ce qu'on vient de passer, c'est plus les termes financiers généraux. Là, on passe plus dans le côté légal, les termes genre juridiques des actions que les investisseurs vont recevoir. OK. Fait que ça, c'est pas mal boilerplate. Là. Fait que c'est vraiment rare que tu as de la grosse innovation là-dessus. Évidemment, il y a toujours tu peux toujours utiliser ça comme une façon créative de bridger des gaps
d'attente entre des investisseurs et des fondateurs, mais la majorité du temps, c'est assez boilerplate. Fait que les investisseurs reçoivent des actions privilégiées, ce qui veut dire sont payés en premier avant que les actions ordinaires des fondateurs soient payées en cas de liquidation. Ou ils peuvent convertir en ordinaire, c'est plus favorable. C'est-à-dire, si la business vend pour des peanuts, les investisseurs prennent pas mal tout l'argent. Si la business fait un bon exit, ben, tout le monde prenne le prorata de la tarte en fonction de leur Ouais. pourcentage de la compagnie. Ensuite, bon, les actions privilégiées ont souvent pas de dividendes cumulatifs dans des seed rounds, mais ils peuvent être convertis en actions ordinaires, puis à ce moment-là, ils peuvent recevoir des dividendes. Ceci dit, dans une compagnie VC-back, il n'y a pas habituellement d'attente que la compagnie verse des dividendes. Là. La compagnie lève du capital précisément parce qu'elle n'a pas de cash de surplus, C'est puis elle ça. veut utiliser ce cash-là pour investir, fait qu'elle ne va pas verser de dividendes. OK. Tous les paramètres de conversion, anti-dilution, on peut en parler, mais honnêtement, essentiellement, ce que ça dit, c'est les actions privilégiées peuvent convertir en actions ordinaires OK. si jamais c'est à leur avantage. Il y a des edge cases dans le cas où ça peut être avantageux, mais habituellement, les investisseurs préfèrent garder leurs actions privilégiées parce qu'ils ont plus de Mhm. droits. Les dispositions anti-dilution, c'est quand même une bonne discussion, mais en bref, ce que ça veut dire, c'est que si jamais tu fais ce qu'on appelle un down round, donc si jamais tu closes une ronde d'investissement subséquente à une valeur inférieure à ce que tu viens de clôturer, fait que Ouais. peut-être donner des exemples, ça c'est une ronde tu lèves 2 millions à 15 millions de valo. Ouais. En tout cas, ben, mettons que ta prochaine ronde est à 7 millions de valo, ben, il y a des clauses d'anti-dilution qui viennent compenser partiellement tes investisseurs pour que tu aies fait un down round. Fait qu'essentiellement, ils vont OK. recevoir des actions supplémentaires au moment de la conversion pour les compenser du fait que tu as levé une ronde plus basse par la suite. Mais ça, est-ce que ça vient nécessairement au détriment des nouveaux investisseurs qui rentrent dans la down round ou? Ah, bonne question. Non, c'est uniquement au détriment des actionnaires qui étaient là avant la down round. Oh, Et OK. donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que puis les down rounds, c'est pour ça qu'on Genre n'en moi voit comme pas founder. beaucoup. Ouais, exactement. Puis là, de l'autre, présumons qu'il y a juste les founders à cette ronde-ci qui sont sur le cap table. Ben là, ça serait vraiment les fondateurs qui sont non seulement dilués par le down round, mais dilués encore plus par les protections d'anti-dilution. C'est pour ça que les down rounds, c'est souvent, ben, t'essaies de l'éviter le plus possible parce que ça peut tuer toutes les economics puis ça peut briser le cap table. Ouais. Puis souvent, les gens essaient de danser autour de tout ça. Soit ils font des flat rounds, ou ils font des flat rounds avec des incentives supplémentaires comme des warrants, mais c'est vraiment rare que tu as des down rounds comme documentés comme ça parce que c'est quand même assez pénalisant. C'est une question de survie sûrement quand t'es rendu à te taper une down round. C'est ça, c'est ça. Puis, il y a toujours des edge cases, là, mais la réalité, c'est que si t'es rendu là, c'est que c'est pas la gloire, là. C'est pas Euh, la gloire. Puis, je vais faire une autre plug, dude, sur le pod qu'on a enregistré cette année. Où est-ce ouais. que je vais essayer de trouver l'épisode exact. C'est 100. Tu connais pas par cœur. Je les connais pas par cœur, ben non. Je vais le googler en même temps. Mais tout ça pour dire que dans le show qu'on a fait cette année, tu m'es arrivé avec une super belle idée pis t'as dit, tu sais, dude, il y a plein de fois où ça va pas comme ça devrait aller au niveau de l'hyper-croissance dans une compagnie. Puis qu'est-ce que tu fais quand t'es dans cette section pas glorieuse-là, comme tu viens de dire? Puis t'as comme outliné un paquet de scénarios puis comment naviguer un peu ce bazar-là de genre, ça va pas comme on veut la croissance, tu sais. Mhm. Puis, C'est vrai. Puis on effleurait le sujet des down rounds aussi. On en parlait un petit peu, là, puis de toutes les conséquences qui viennent avec de faire un down round. Là, c'était ça que c'est cool. je l'ai dans 3, 2, 1, épisode 142, Guillaume Falardeau. C'est cool. Désolé pour la parenthèse. Ouais. Pas désolé, en fait, c'était pertinent comme parenthèse. Mhm. Moi, j'ai une question sur voting rights. Oui. Euh, Est-ce que, traditionnellement ou de façon classique, tout le monde va avoir un prorata de droit de vote qui est au niveau de leur investissement en capital? Puis si ça peut être l'inverse des fois, genre que le monde vont négocier plus là-dessus même s'ils ont mis moins de cash ou ça n'a pas rapport? Euh, ouais, bonne question. Fait que, tu sais, la règle de base, c'est que tout le monde va avoir un vote par action. Fait que tu as toujours un nombre de votes proportionnel Ouais. à ton nombre d'actions puis à ta part dans la compagnie. Mais il y a toujours un deuxième layer de négociation qui se passe autour des votes. Puis ça, on va y arriver. Puis c'est tout ce qui est
en français, c'est droits de gestion contrôlés ou en anglais des droits des veto rights ou des restrictive covenants. Fait que tu as une deuxième panoplie de, de votes qui doivent être pris. Et à ce moment-là, souvent les gens ne jouent pas avec le nombre de votes par action, mais ils vont jouer sur c'est quoi les seuils nécessaires pour faire passer une décision. Fait que si, par Ok, exemple, ouais. tu as un investisseur qui représente 70% de toutes les actions privilégiées de tes investisseurs, ben ça se peut que lui, il pousse pour que le seuil soit à 70%, par exemple, parce que lui, à lui seul, pourrait bloquer Ouais. une décision qu'il veut pas. Fait que ça, on va y arriver, c'est quand même intéressant, mais règle de base, tout le monde a un vote proportionnel à leurs actions. C'est vraiment, vraiment rare. Ça arrive pas vraiment que les gens essaient de négocier ça. Puis, peut-être un sujet intéressant. Tu sais, souvent, mettons, les gens ont vu une couple de compagnies publiques, mettons genre Facebook, où tu as des fondateurs qui ont des actions multivotantes. Je sais pas si ça dit quelque chose, là. Ça me dit quelque chose, mais tu sais, dans la cloche que ça sonne dans ma tête, c'est comme founder, je veux avoir plus de contrôle et de pouvoir dans ma compagnie, donc j'ai une classe d'action spécifique qui me donne ça, puis je sais pas si j'ai raison de dire ce que je viens de dire, Mhm. mais c'est à ça que Ouais, ça me fait penser. ouais, exactement ça. Fait que tu sais, on a eu comme une vague pendant une certaine période où tu avais plein d'IPO avec des fondateurs qui gardaient le contrôle de la compagnie. Fait que tu avais Ouais, deux catégories d'actions. Une pour les actionnaires comme dans le marché public qui avaient ouais. comme un vote par action ou même aucun vote par action. Puis tu avais le fondateur qui avait des actions multivotantes qui lui permettaient de garder le contrôle. Fait que des fois, il y a des gens qui me demandent genre ouais, je pourrais-tu faire ça avec mes actions? La réponse c'est pas tant, genre. Tu sais, je veux dire, tu peux essayer tout ce que tu veux, mais ça serait comme une très, très, très grande exception à ce niveau-là, tu sais, au niveau du seed stage, Hmm. de demander des actions multivotantes parce que à la fin de la journée, tout est une question, genre, tout se retranscrit dans une valeur. Fait que, tu sais, si le fondateur garde le contrôle, qu'est-ce que ça implique pour les investisseurs? Ben, tu sais, ils peuvent plus veto des décisions qui seraient quand même dommageables, ils n'ont plus de contrôle nécessairement sur la dilution future. Fait que, tu sais, tous ces aspects-là ajoutent un risque supplémentaire Ouais. qui peuvent rendre soit l'investissement impossible à faire. Tu sais, il y a plein d'investisseurs qui accepteraient jamais, en fait, la majorité des investisseurs accepteraient jamais ça, mais ça amène aussi des impacts financiers que, ben, si le fondateur a 100% du contrôle, ben, je serais peut-être pas prêt à payer une valorisation aussi élevée. Ouais. Fait que ça rejoue dans toute la discussion par rapport au pricing. Alright. Fait que next up, on est rendu à regarder quoi exactement? Ouais. Donc, là, on rentre dans les paramètres de la convention d'actionnaire. Fait que si je recap, on a vu en premier les paramètres plus financiers de la transaction. Ensuite, on a vu les paramètres plus juridiques des droits, des actions des investisseurs. Puis là, on rentre dans les paramètres de la convention d'actionnaire qui tournent beaucoup plus autour du contrôle. Donc, Hmm. le, pre- le premier item, c'est la composition du conseil d'administration. Fait que pour un petit rappel de théorie, le conseil d'administration, c'est lui qui prend les décisions par rapport euh, en fait, toutes les décisions stratégiques de la compagnie. Ça Ouais. inclut émettre des nouvelles actions, fait que faire un nouveau financement, embaucher, par exemple, le CEO de la compagnie ou renvoyer le CEO de la compagnie. Bref, le conseil d'administration, c'est lui qui a le dernier mot ou l'avant-dernier mot si on skip tous les vétos des actionnaires, mais qui a essentiellement le, le droit ou qui juridiquement peut caler les shots pour le futur de la compagnie. Et ces décisions-là sont prises à la majorité du conseil d'administration. Fait que d'autant plus important d'avoir ces discussions-là en amont avec ton investisseur, à savoir est-ce que l'investisseur s'attend à contrôler le conseil d'administration? Est-ce qu'il s'attend à ce que le fondateur garde le contrôle du conseil? Ou est-ce qu'il s'attend à ce que ce soit un conseil, un board qu'on appelle plus égal? Donc, tu aurais par exemple un représentant des fondateurs, un représentant des investisseurs, puis un indépendant entre les deux qui peut souligner d'un bord ou de l'autre euh, OK. de façon un peu imprévisible. Fait que c'est quand même un trade-off intéressant parce que là, tu sais, idéalement, pour les fondateurs, ils veulent toujours garder le contrôle du conseil parce que ça leur permet d'être le moins possible limité Ben ouais. dans ce qu'ils peuvent faire. S'ils décident de faire tu sais, de prendre une décision X, Y, Un Z, pivot, mettons, un peu risqué. ouais, exactement ça. Et si ils ont besoin de faire un pivot, ils vont le faire. Il n'y aura pas personne pour les second guess ou les challenges au niveau du board. Fait que tu Hmm. peux bouger pas mal plus rapidement quand tu gardes le contrôle du board. Ceci dit, l'investisseur, dans certains cas, il va demander. C'est assez rare que l'investisseur va demander à ce stade-là de contrôler le board. Là. On le voit presque jamais, mais des fois, ils peuvent demander que ce soit un board égal. Là, à ce moment-là, pour le fondateur, ben, ça devient d'autant plus important de choisir un administrateur neutre, là, la personne qui va comme faire le swing entre les deux, que cette personne-là soit, tu sais,
bien sélectionné, parce que si jamais tu te rends compte que c'est une personne qui swing tout le temps du bord de tes investisseurs, ben là, ça peut causer des enjeux sur le long terme ou ça peut te limiter dans tes opérations. Ça, c'est la sélection de cette personne-là. Toi, c'est comme, c'est basé sur les réseaux des deux parties, puis là, il y a quelqu'un qui va suggérer, puis les autres vont dire oui, c'est bon, ou genre, tu sais, c'est-tu bien Exact. tough, souvent? C'est pas difficile à trouver. En pratique, c'est euh, chacun des côtés. Fait que le représentant de l'investisseur et le représentant des fondateurs vont s'entendre sur le choix de l'indépendant. OK. Fait que c'est comme collaborativement qu'ils vont choisir la personne. Euh, souvent ou stratégiquement, les fondateurs veulent souvent présenter des gens aux investisseurs pour leur dire, Ouais. tu sais, moi, je pense que cette personne-là fit très bien. Puis souvent, tu sais, les fondateurs ont habituellement une préférence de choisir un représentant indépendant au board qui est aussi un fondateur, fait qui comprend leur réalité, puis qui va pas paniquer à la seconde où un pivot va être nécessaire. OK. Et puis, tu sais, dans la majorité des cas, cette composition du conseil-là a pas d'importance, mais c'est vraiment dans les edge cases, quand tu as des trucs importants à faire ou quand shit hits the fan, que tu as besoin de bouger rapidement, que là, tu espères que tu contrôles le board ou tu es capable de faire passer tes décisions, comme un pivot important, c'est un bon exemple. Ouais. Fait que mieux vaut prendre la décision à ce moment-là puis le faire correctement. OK. Ensuite, là, je parlais de bon, que le board, c'est eux qui prennent les décisions stratégiques de la compagnie. Tu as un deuxième palier traditionnel en capital de risque qui vient, entre guillemets, bloquer ou non des décisions du conseil, c'est ce qu'on appelle les shareholder approvals, shareholder vetoes, des restricted covenants. C'est essentiellement que le board ne peut pas prendre des décisions sans avoir au préalable obtenu le consentement puis là, ici c'est le preferred majority qui est souvent comme 67%, 66 et 2 tiers là, des votes des investisseurs. Fait que ça, c'est un palier supplémentaire de bloquant. Puis, si tu vas voir, c'est une liste d'événements. Ouais. Bon, il y en a pas mal dans cet exemple-là, mais tu sais, c'est surtout pour des trucs qui sont pénalisants de façon importante pour des investisseurs. Fait que, tu sais, liquider la compagnie ou la dissoudre, Hmm. je veux dire, fair enough. Ensuite, tu sais, modifier les statuts de la compagnie qui incluent le capital action, même chose. Tu ne ferais pas, tu ne ferais pas permettre à la compagnie de modifier ses statuts puis d'enlever des droits, par exemple, à des investisseurs dans leur catégorie d'action. Fait que, tu sais, c'est toujours des trucs qui servent à protéger un peu la position Mais, économique de l'investisseur. mais Guy, Ouais. le board, le peu que je connais de comment ça fonctionne, les personnes carrément qui sont sur le CA ont une Mhm. responsabilité comme Fiduciaire. fiduciaire, Ouais. morale, je sais pas quoi, de s'assurer, de faire tout en sorte que, genre, pour le bien de la compagnie, puis des shareholders de la compagnie, etc., etc. Fait que cette espèce de layer-là au niveau du board, il est pas suffisant. Pourquoi il faut ajouter, genre ça? Super bonne question. Puis ça peut être un débat philosophique quand même important, là, mais mettons, la réponse est oui. Fait que le board a vraiment cette obligation fiduciaire-là, puis on peut rentrer dans le détail, mais essentiellement, oui, ils ont l'obligation d'agir pour le mieux de toutes les parties prenantes qui incluent les actionnaires, qui incluent les besoins de la compagnie. Fait que les fondateurs, ça inclut aussi Les les clients, I guess. fournisseurs, les clients, les employés. Puis là, il y a une question de pondération aussi à travers tout ça. Fait qu'en théorie, la réponse est oui. En pratique, c'est que ce qui est le mieux pour la compagnie peut être vraiment sujet à débat. Hmm. Fait que je vais vous donner un exemple. Si la compagnie, si, mettons, les fondateurs pensent qu'un pivot est nécessaire pour faire 100x, mais que les investisseurs, eux, ils veulent garder la track actuelle parce qu'ils pensent que ça serait un 20x moins risqué, Ouais. ben là, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le mieux pour les parties prenantes? Fait que, tu sais, ça se débat aussi. Puis j'ajouterais que la raison pour laquelle les vétos se prennent au niveau des actionnaires puis pas au niveau du conseil d'administration, c'est que les actionnaires, eux, n'ont pas cette obligation fiduciaire-là. Donc, c'est comme une façon un peu de contourner l'obligation fiduciaire en disant, OK. tu sais, moi, mettons, je suis investisseur dans la compagnie, je suis sur le board, mais je vais comme l'approuver au niveau du board, mais une fois que ça va être rendu au niveau des shareholder approval, ces actionnaires-là, eux, ils n'ont pas d'obligation fiduciaire. Fait qu'ils peuvent vraiment décider juste ce qu'ils veulent pour faire le plus d'argent possible, par exemple. Fait que les actionnaires pourraient juste dire non, ça m'intéresse pas, moi je veux qu'on garde cette track-là, puis ça serait juridiquement correct. Puis il y a toujours plein d'exceptions, mais c'est comme ça que c'est habituellement fait. Fait que, Hmm. si on les passera pas tout en détail, mais essentiellement, c'est toutes des choses qui ont des impacts importants sur la compagnie, qui peuvent diluer les actionnaires. Fait que, exemple, si tu veux te faire un plan d'option de
80% pour les émettre aux fondateurs, ben, tu as toujours des exceptions pour ça Ouais. parce que ça diluerait les investisseurs. Puis là, après, ça devient surtout un débat de à quel point l'investisseur veut s'ingérer dans des décisions qui sont plus opérationnelles versus à quel point il veut limiter ça à juste des décisions qui sont comme importantes puis plus pénalisantes. Fait que tu sais, tu as certains investisseurs qui vont demander, ça c'est quand même funky, là, je fais quand même des backflips à toutes les fois. Fait que, tu sais, des investisseurs qui vont dire, toutes les embauches que tu fais, je veux avoir un droit de veto. Ou toutes les fois que tu dépenses plus que 50 000 qui n'est pas prévu au budget, je veux un droit de veto. Mais ça, Guy, on s'entend que ça rentrerait dans cette épaisse liste-là de matters requiring shareholder Ouais, approval, ça, là. ouais, exact. Fait que toi, ça veut dire que là, c'est en genre de petits chiffres romains, c'est de Ouais. I à Il y en a 11 XI, ici, il y en a là. 11. Ça veut dire que toi et ton équipe, vous passez du temps, des fois, à négocier là-dedans, là, dans cette chunk-là. Ouais, je dirais qu'un des. Tu sais, il y en a certains qui sont tellement standards que c'est vraiment rare qu'on y touche, OK. mais souvent, il y a une grosse partie de la négociation autour d'un term sheet qui va être autour de ça. C'est-à-dire, OK. OK, mais est-ce que je veux, souvent, les investisseurs vont vouloir empêcher ou vont vouloir avoir un veto pour des financements futurs. Là, après, le fondateur dit, ouais, mais écoute, si j'ai besoin absolument de closer une ronde de financement pour survivre, je veux pas que l'investisseur puisse le veto. Hmm. Parce que là, ça leur donne un certain droit. Oui, ils pourraient comme me veto, puis là, on en a vu dans le passé, me veto jusqu'à temps que j'ai plus d'argent, puis après, eux proposer d'investir à des termes plus avantageux. C'est un peu malicieux, Wow. mais. Fait que, tu sais, puis là, évidemment, je pense pas que les investisseurs partent avec l'idée qu'ils vont faire ça, mais tu sais, c'est toujours des edge cases contre lesquels tu veux prévenir. Et donc, oui, c'est des choses qui se négocient, puis tu peux toujours paramétrer autour de ça. Dire, OK, est-ce que c'est tous les financements que j'ai le droit de veto comme investisseur? Ou c'est en bas d'un certain prix, en bas de certains types de financement? Puis ça se négocie tout le temps. Fait que, ouais, c'est comme un C'est point, faut tellement, pas. je veux pas dire une promo, mais c'est un message de sensibilisation à l'importance d'avoir des professionnels qui ont un point de vue puis une multitude, d'expériences, puis comment dire, de vision hostie sur ces affaires-là, parce que, tout- man, c'est tellement risqué que je sais pas comment l'exprimer comme il Mhm. faut. Je veux juste dire que toi, t'es dans le feu de l'action, t'es founder, ton modus operandi dans ta tête, c'est action, bouger vite, rapidement. Puis là, t'arrives dans des crunchs comme ça, des périodes charnières où est-ce que t'es sur le bord d'avoir les ressources, le capital, le cash, qui vont te permettre de bouger, prendre des décisions, grandir plus rapidement. Fait que, mais il faut quand même que tu t'arrêtes puis que tu penses à un paquet d'éventualités qui, oui, ils ont peut-être des pourcentages minimes de chances de te F-up, mais si ça arrive, tu vas t'en mordre les doigts puis t'en vouloir. Fait que genre, tout ça pour dire, c'est comme un gros tableau de publicité pour dire, pas que toi des bons avocats qui savent ce qu'ils font. Ouais. Oui, 100%. Puis, tu sais, rendu là, pour vrai, c'est vraiment rare là, que des gens YOLO ça. Parce que, tu sais, il y a vraiment une grande quantité de trucs qui sont vraiment spécifiques au financement. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment rare que les gens vont lire ça en diagonale, vont être là, bah, je suis pas mal à l'aise avec tout ça, puis ils vont signer par eux-mêmes. Ça arrive des fois, là, mais, tu Ok. sais, c'est quand même. Il faut être cowboy en tabarouette pour Mais YOLO ça. Mais même s'ils prennent le temps de bien analyser ça, si les gens avec lesquels ils analysent ça ont pas l'expérience puis l'exposure, mettons, que toi, tu as eu à autant de deals, ils vont pas voir les mêmes éventualités que toi, mettons, tu vas voir. C'est un peu ça que Exact. j'essaie de barouetter comme point. Absolument, absolument. Puis ça, c'est un super bon point parce que c'est souvent ça qui amène qui font que je perds mes cheveux le plus vite, là, c'est que, mettons, mettons dans une transaction, puis, mettons, tout le monde sait que tels trucs sont ultra, je veux dire, que c'est comme accepté dans le marché, que c'est plutôt standardisé, que les investisseurs sont pas mal tous d'accord avec ça, puis que les 100 dernières transactions ont été faites de même. Puis là, tu as quelqu'un, mettons, un avocat spécialisé en agriculture qui fait un seed round, qui dit genre, ouais, mais t'as-tu pas. Puis là, mais moi, je voudrais ajouter telle affaire. Puis là, fait que, tu sais, il y a beaucoup de sable dans l'engrenage qui va être ajouté Ouais. par quelqu'un qui s'improvise dans ce domaine-là. Pas pour dire qu'ils n'ont jamais des bonnes idées, mais c'est juste, tu sais, tu pars de vraiment loin si tu dois expliquer chaque ligne à quelqu'un versus quelqu'un qui en a tellement vu que intuitivement est capable de dire si les choses ont du sens ou pas. Ouais. Là. Ouais.
C'est intéressant. Fait quoi? C'est un bon point. Euh, ensuite, euh, bon, là, il y a souvent dans des term sheets comme ça, tu as ce qu'on appelle des major investors, fait que des investisseurs qui investissent un certain seuil ou un certain montant d'investissement. Fait qu'exemple, Ouais. tout le monde qui ont mis 500 000 et plus sont considérés comme des major investors puis ont des droits additionnels. Fait que, tu sais, ça peut être des droits, par exemple, de recevoir les états financiers trimestriels, de recevoir des KPI mensuels, d'avoir des Oh, droits de réinvestir dans les rondes subséquentes, euh, des droits wow. prioritaires OK. de racheter des actions d'investisseurs qui quittent. Bref, tu as comme une espèce de. C'est comme si tu avais deux paliers, encore une fois, du bon capitaliste, deux paliers d'investisseurs, des investisseurs plus des petits investisseurs puis des Ouais. gros investisseurs. Les gros investisseurs, c'est ceux qui ont le plus de pouvoir de négociation. Puis c'est eux ils ont souvent des droits additionnels. Il y a une raison économique pour ça, mais il y a aussi une raison de plus pragmatique. De des rondes, des fois, que tu vas avoir 15 investisseurs qui mettent, mettons, 20 000 chaque, puis un investisseur qui met 1,5 million, ben c'est sûr que, juste d'un point de vue logistique, ça n'a pas nécessairement du sens de donner à tous les investisseurs qui mettent 20 000 les mêmes droits. Parce que là, toutes les fois que, par exemple, tu fais une ronde subséquente, il faut que tu ailles voir ces 15 personnes-là. Tu leur demandes, hey, veux-tu participer à la hauteur de ton 0,01%? Fait Hmm. que tu peux quand même simplifier ta logistique en centrant les droits autour des investisseurs plus importants. C'est très similaire à des clauses. Ben là, dis-moi si je me trompe, mais ça semble similaire à des clauses que tu vas voir dans des conventions d'actionnaires pour justement, si on décide de vendre la compagnie, mais qu'il y a un tout petit actionnaire qui a des peanuts, on peut le drag along, là, tu sais, puis l'amener, puis il peut pas bloquer nécessairement notre décision. Oui, exact. C'est le même thinking. Puis, tu sais, pour clarifier, tous ces termes-là, fait que tous ces droits-là se retrouvent dans la convention d'actionnaire. Donc, ce que tu dis, c'est le tag-along, drag-along, ça va se retrouver aussi dans la convention d'actionnaire. OK. Mais la logique Ouais. reste la même. C'est-à-dire, on veut s'assurer que si on a un seuil critique de personnes importantes autour de la compagnie qui sont en faveur d'une transaction, fait que que tout le monde peut suivre aux mêmes paramètres. Puis ça, c'est le drag-along, c'est-à-dire, si tu as 70% des gens qui veulent vendre la compagnie, ben, les 30% qui restent sont obligés de vendre leurs actions aussi, au même terme. Puis Fait que c'est ça, un peu le même principe avec tous les droits d'information et les droits additionnels. C'est-à-dire, tu sais, si tu as une certaine personne, si on est capable de voir certaines personnes, puis ces personnes-là veulent prendre, je sais pas, là, veulent avoir certains droits, ben, on leur donne à eux, mais pas besoin d'avoir chaque personne individuellement. Fait que c'est une façon plus segmentée de la logistique pour faciliter le processus, là. question un peu de noob, mais chaque round qui se close, est-ce que c'est un update d'une convention actionnaire existante ou c'est l'émission, la création d'une nouvelle convention d'actionnaire avec la nouvelle composition, mettons, de la cap table? Ouais. Fait que souvent, les compagnies qui arrivent au début, fait que mettons, quand ils arrivent à leur première ronde, souvent leur convention actionnaire va être dans un format plus, euh, disons, traditionnel. Fait que, tu sais, leur convention actionnaire va pas être tant différente qu'un pet shop, genre. OK, ouais. Fait que souvent, leur premier financement, c'est là qu'on la refait au complet, puis qu'ils vont utiliser ce qu'on appelle les CVCA models. Fait que c'est des standards du Canadian Venture Capital Association. C'est des modèles de contrat de convention actionnaire OK. qui sont bien adaptés au capital de risque. Fait que ça, c'est quand tu as ta première ronde d'investissement en équité, souvent, on la scrape au complet puis on met une nouvelle convention. Les rondes subséquentes, par contre, ça va souvent être juste un tweak, fait que OK. modifier des paramètres. Puis tous les termes qu'on voit à l'écran en ce moment, ils vont être dans la convention d'actionnaire qui sera signée, qui sera Exact, mise à jour et signée pour la rendre, mettons. exact. OK. Puis tu sais, fun fact, là, les conventions actionnaires modèle CVC sont faites en 3 documents. Fait qu'au lieu d'avoir une convention actionnaire, c'est comme 3 documents séparés qui OK. ensemble font la convention actionnaire. Il y a il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est segmenté, mais tu sais, souvent, là, pour des gens qui sont pas dans le domaine ou des avocats qui font pas ce type de transaction-là, ben souvent, ils vont pogner un sacré 2 minutes quand ils vont avoir une convention en 3 documents. Puis c'est souvent un bon signal pour savoir que tu travailles peut-être pas avec la bonne personne. Euh, aussi, peut-être, ouais, c'est ça. Puis une chose à mentionner, c'est que c'est- toutes ces clauses-là sont en guillemets standards. C'est-à-dire que tous ces clauses-là, on va les retrouver dans une convention, mais ils peuvent se paramétrer de façon vraiment, vraiment différente à travers les négociations. Fait que, tu sais, exemple, tu peux décider que euh, ton droit de premier refus, fait que le droit des investisseurs de réinvestir dans les rondes subséquentes,
ce droit-là est pas mal tout le temps là dans une convention actionnaire d'une compagnie VC-backed, mais les questions qui se posent, c'est est-ce que les fondateurs ont aussi ce droit-là de racheter les actions d'un actionnaire qui veut vendre, ou est-ce que c'est juste les investisseurs? Est-ce que c'est juste les gros investisseurs ou tous les investisseurs? Est-ce qu'ils peuvent réinvestir pour prendre toutes les actions que la personne veut vendre ou juste un pourcentage qui leur permettrait de garder leur prorata dans la compagnie ou de l'augmenter? Fait que tu as vraiment beaucoup, beaucoup de paramètres autour de ça Clairement. qui sont quand même de la micro-optimisation, mais que dans certains edge cases peuvent faire une bonne différence. Fait que, est-ce que j'irai à la guerre pour tout ça? Définitivement qu'il y a des points de négociation plus importants que ces paramètres-là, mais au moins ça vaut la peine d'avoir la discussion pour que le fondateur comprenne vraiment comment ça va les impacter en pratique si telle situation arrive. Puis ça fait des décisions plus éclairées. Est-ce que tu dirais que le caractère ou les intentions de certains investisseurs se révèlent beaucoup à travers ces documents-là, ou c'est des choses... Je sais pas comment l'expliquer. Y a-tu des nuggets, mettons, qui pop dans ce document-là, ou est-ce que tu vas faire « Oh shit, s'il a mis ça là, c'est peut-être parce que dans le fond, sa vision pour la compagnie plus tard, c'est pas aussi optimiste qu'on pensait. » Je sais pas, tu sais. C'est intéressant. C'est toujours difficile de savoir est-ce que la clause a été mise par l'investisseur, à la demande de l'investisseur, ou c'est son avocat qui l'a mis Ah ouais, pour une raison ou pour une autre. C'est soit c'était dans son dernier modèle, ou soit parce que, mettons, on a vu des situations récentes où, mettons, l'investisseur avait mis des trucs ridiculement extrêmes, là. Puis, tu sais, mettons, genre, si, je donne des exemples, mettons, si la compagnie fait X, Y, Z, l'investisseur peut racheter toutes les actions du fondateur pour 1 sou. Ouais. Puis, c'est même pas des clauses de retrait des affaires où le fondateur quittait. C'était genre, si la compagnie décide de prendre telle décision d'affaires, l'investisseur peut racheter toutes leurs actions pour 1 sou. OK. Fait que, tu sais, puis ça, après, tu te poses une question, genre, tu sais, est-ce que c'est l'investisseur qui essaie d'en passer une petite vite? Est-ce que c'était l'avocat qui avait juste fait ça dans un autre deal puis que ça s'est juste slippé dans ce modèle-là? Difficile à dire. Difficile à dire. Mais tu sais, une fois que tu le soulèves, ben là, dans ce cas-là, ils ont dit, oh shit, t'as raison, là, on enlève. Mais tu sais, c'est ça, difficile à dire, mais Ouais. il y a des paramètres qui se soulèvent. Tu sais, des fois, mettons, tu as des investisseurs qui vont vouloir avoir un droit de premier refus qui leur permet de prendre toute la ronde future. Fait que ça amène des discussions intéressantes de dire, OK, ben, si cet investisseur-là a effectivement la capacité financière de prendre la ronde future, est-ce que ben, ça envoie le signal qui pourrait potentiellement juste comme l'idée ta prochaine ronde, puis ça pourrait peut-être simplifier ta ronde future. Mais tu sais, c'est pas un slam dunk, mais ça envoie des messages par contre. Mais c'est tellement spécial que ce soit dans un term sheet pour du VC financement comme ça ou l'achat d'une compagnie, une fusion-acquisition. Quand tu te parles et que tu négocies entre les parties, c'est comme si tu étais dans une dimension où tu parles à partir de la prémisse que tout va bien aller. Right? Puis tu vas être optimiste, puis tu veux genre voir le bon des choses, puis tout. Par contre, quand tu négocies sur papier avec ces documents-là légaux, c'est comme si tu es dans une autre dimension. Tu es dans la dimension qui est la prémisse que tout peut mal aller. Fait qu'il faut couvrir toutes les edge cases. Puis après ça, ben, des fois, réconcilier ces deux mondes-là pendant une négociation, c'est comme spécial. Mais, ouais. Ouais, ben oui, puis c'est vrai. Puis ça peut être facile aussi. Tu sais, les avocats tu sais, peuvent avoir tendance, tu sais, sont payés pour identifier et flaguer des risques. Au final, c'est un peu Oui. ça la job, là. C'est oui, tu as une grosse portion de je vais m'assurer que mon client fondateur ait le meilleur deal possible, que ça avance le plus vite possible puis qu'il ait son argent. Mais tu as un certain incitatif financier parce que tu sais, tu peux engager la responsabilité professionnelle de pas flaguer des problèmes importants. Fait que quand même, tu as toujours cet incitatif-là de Mm. essayer de trouver des problèmes, de flaguer des problèmes. Puis après, ça devient une question de est-ce que tu es capable de, oui, identifier les problèmes, mais de les communiquer au fondateur pour dire, OK, ça, c'est un edge case, ça risque de pas trop arriver souvent. Je te le flag parce que c'est important que tu le saches. À toi de voir si ça vaut la peine qu'on passe du temps là-dessus. Mais d'expérience, moi, je passerai pas du temps sur ça. C'est standard. On risque de mettre du sable dans l'engrenage si on commence à aller à la guerre là-dessus. Je te recommande de focuser sur ça. Là, il y a quand même pas mal plus de valeur ajoutée, je trouve. Puis d'avoir le Ouais. monde qui sont capables de faire ça peut faire la différence entre un deal où tout le monde a l'impression de juste flaguer tout le temps des scénarios de fin du monde qui stressent l'investisseur, là, Ouais. versus de quoi un peu plus collaboratif et productif. OK.
Très cool. Il nous reste-tu des sections quand même principales à explorer? Ouais, je pense qu'il y en aurait peut-être deux. Fait que, mettons, good, bad leavers, ça, tu sais, ça, c'est souvent le genre de choses que les premiers fondateurs font un backflip quand ils le voient, c'est dire, c'est qu'est-ce qui se passe avec tes actions si tu quittes ou tu te fais renvoyer avec cause ou sans cause. OK. Fait que, en gros, tu sais, bad leaver, c'est si mettons, le fondateur se fait renvoyer renvoyer avec cause, fait que, mettons, le fondateur fraude la compagnie, Hmm. il se fait renvoyer, ben là, la compagnie peut racheter ses actions pour un sou, il est plus actionnaire. Hmm. Si le fondateur se fait renvoyer sans cause, fait que souvent, mettons, juste, hey, ça donne qu'il fait plus la job, puis il y a un pivot, puis son skill set est plus nécessaire, ben là, le rachat de ses actions peut être à la juste valeur marchande, fait qu'un évaluateur indépendant. Fait que, tu sais, tous ces paramètres-là de, bon, combien des actions sont soumises à ce droit de rachat-là? Est-ce que c'est la totalité? Est-ce que c'est 50%? C'est notre exemple ici, c'est Ouais. 50%. Puis c'est quoi le vesting schedule? Fait que c'est sur quelle période ces actions-là peuvent être rachetées en cas de départ. Tout ça, c'est des points de négociation qui sont super importants, puis Ouais. qui sont traditionnels. Puis, j'ai regardé les stats, il faudrait que j'y retourne, mais je pense que c'est comme 70% des transactions seed au Canada contiennent des clauses de good, bad leaver. Mais quand quelqu'un fait son premier financement, sait pas que ça existe, puis se fait dire genre, holy shit, la compagnie que j'ai bâtie, puis que j'ai passé autant de temps à bâtir, ça se pourrait que si jamais je démissionne le lendemain de mon financement, je perds comme la moitié de mes actions. C'est quand même, Hmm. souvent, Mhm. ça frappe l'imaginaire, mettons. Puis d'un autre côté, c'est l'investisseur, lui, il met ça parce qu'il investit principalement dans toi comme fondateur. Donc, Ouais. c'est sûr que si tu quittes demain, ben lui, son argent s'en va à zéro. Fait qu'il faut qu'il trouve une façon, via l'équité, d'avoir un gros bloc d'actions qu'il peut redonner à quelqu'un d'autre. Honnêtement, pas convaincu là, que mettons, une business seed stage peut juste hot swapper des fondateurs puis ça va rouler autant bien. Ouais. Mais je pense que ça sert principalement comme un incitatif de dire, Chris, reste là pendant au moins les 2, 3 prochaines années. Ouais, ben, c'est ça que j'allais dire. C'est un déterrant à ton C'est ça. départ aussi, là. C'est ça. Ouais. J'avoue, j'avais jamais entendu ça, good, bad leaver. C'était intéressant. Ouais, puis tu sais, ça prend souvent des termes, tu sais, des fois, ils appellent ça des clauses de retrait des affaires, là, en français, comment c'est appelé. Mais c'est de OK, dire, bon, mais OK, qu'est-ce qui c'est se ça passe? l'équivalent en français. Ouais. OK. Fait que c'est qu'est-ce qui se passe si le fondateur se fait renvoyer avec cause, sans cause ou qui démissionne. OK. Puis aussi, on parle aussi souvent de décès là, dans des clauses comme ça, parce que tu ne veux pas Ouais. pénaliser autant. Fait que tous ces paramètres-là aussi vont être discutés. Le pourcentage des actions, à quel prix, dans quelle situation. Puis ça va être quoi les paramètres de paiement? Fait que, tu sais, est-ce que je te repaye Hmm. upfront d'un coup là, ici, c'est comme 5 paiements. Faut penser aussi que la compagnie n'aura pas nécessairement la liquidité pour racheter la personne si elle décide ça se fait renvoyer l'année d'après. Fait que faut comme penser à tout ça. Je me fais approcher, Guy, de plus en plus par des compagnies, des firmes qui font de l'assurance pour les startups puis les scale-ups. Fait que, tu sais, Mhm. mettons, on t'offrir un produit d'assurance qui couvre la responsabilité civile de tes membres d'ICA, par exemple. Ouais. Ou ben, l'assurance vie pour les fondateurs. S'ils décèdent, ça va être quoi les mécanismes de rachat de leurs actions, etc., etc. Euh, Est-ce que les requis en assurance des investisseurs font partie des term sheets ou ça n'a pas rapport nécessairement? Ouais. Je sais pas s'il l'a ici, mais oui, normalement, puis là, ça dépend. Mais tu sais, souvent, mettons, quand ton investisseur va nommer quelqu'un sur le conseil d'administration, il va demander d'avoir un D&O insurance, là, c'est ça que tu parles. Fait que l'assurance qui protège les administrateurs et dirigeants. Parce que vu que le VC met un investisseur sur le board, un membre sur le board, il veut s'assurer que si la foire pogne, il va être indemnisé. Fait que oui, ça fait partie des conditions de clôture là, d'avoir des D&O insurance. Puis en plus, souvent, on voit aussi des assurances vie pour le fondateur. Fait que si le fondateur décède, qu'il y a de l'argent disponible avec l'assurance pour racheter les actions du fondateur, que ça a la succession, puis ça clean un peu la situation. Pour pas que tu aies la succession comme actionnaire de la compagnie Ouais, pendant les exact. 50 prochaines années, tu sais, c'est un peu embêtant, là. J'essaie de me rappeler Directors and Officer D&O Mhm. Insurance, c'est ça que ça veut dire. C'est bon. Ouais. Cool. Bon, mais je suis Fait content que j'ai d'avoir posé une question pertinente. Ouais, ouais. Ouais, puis tu sais, il y en a qui vont demander aussi maintenant des cyber insurance. Un petit peu, on voit moins souvent des cyber insurance, mais tu sais, ça peut faire Ouais. partie des demandes aussi des investisseurs. Genre, si tu te fais ransomware big time ou que ta Ouais. data est compromise, puis que t'as genre un lawsuit contre toi, ben, on veut avoir un backup d'assurance. Mhm. T'en vois-tu de plus en Ouais. plus de ça, Guy? Dans les financements, pas souvent. Pas OK. souvent, mais si ça arrive. Fait que, tu sais, des fois, mettons, dans la vérification des gens des investisseurs, ils vont remarquer
Euh, Il y en a mettons, je pas. sais pas, il y en a pas, ou ils vont demander un pen test, puis le pen test arrive avec certains enjeux, ben là, ils vont peut-être demander une assurance Ouais, cyber, mais plus souvent, ils vont juste dire, ben, fixe les enjeux qui ont été trouvés. ouais. Euh, Pour ceux qui ben savent pas c'est quoi pen test, c'est penetration test, puis c'est euh, du hacking for good, basically. C'est, tu dis à une équipe comme, mettons, le monde de Yak, qui ont commandité à la conf, hey, essaye de rentrer dans mon système de façon non autorisée, voir s'il y a des failles de sécurité. Puis les investisseurs, ben, ils demandent ça évidemment pour s'assurer qu'ils mettent pas un paquet de cash dans une boîte peut-être trouée ou trop facilement accessible par des mauvais acteurs. Exact. Puis quand ces demandes-là par des investisseurs de faire des tests de sécurité, ils vont souvent être un peu plus tard dans le processus. Parce que pre-seed, Ouais. seed stage, il y a pas mal de choses qui peuvent tuer la business avant un ransomware. Là. Genre, Ouais, pas trouver le product market fit va te tuer pas mal plus vite. Fait que, souvent, le monde il balance un petit peu, mais oui, on le voit quand intéressant. même plus late stage. Puis là, après, je pense qu'on a fait l'essentiel des conditions importantes. Là, après, les conditions de clôture sont genre qu'est-ce qu'on a besoin pour clôturer. Il faut que l'investisseur finisse sa vérification diligente, confirme qu'il est satisfait. Les deux derniers points quick que je flagrais, c'est un, souvent les frais juridiques de l'investisseur sont prénégociés. C'est-à-dire qu'en capital de risque, le standard, c'est que ce soit la compagnie qui lève le financement, qui paye les frais juridiques de ses investisseurs. T'es sérieux? Ouais, OK. fun fact. Comparé en M&A, que genre chaque personne paye ses propres frais, Ouais. ben en VC, c'est la compagnie qui paye les frais d'avocat de ses investisseurs. Puis tu peux-tu les payer une fois que t'as reçu le cash au moins? Oui, c'est ça. Ben, ça fait partie des trucs qui se négocient. C'est drôle parce que des fois, ça va être il va y avoir un cap à ces frais-là. Fait que ça veut dire ben, jusqu'à un maximum de X Mm. avec documents qui supportent. Il peut y avoir aussi des exceptions de dire ben, si la transaction ne va pas de l'avant parce que l'investisseur a choqué, ben là, ils ne sont pas payables. Ah, OK. Ils peuvent avoir aussi, l'investisseur va peut-être même demander, lui, ben, si c'est la compagnie qui décide de parler de l'avant parce qu'il choke, il va quand même me payer les frais juridiques parce que, j'ai engagé des frais pour aller de l'avant. Fait que ça se négocie. Puis le dernier point, c'est l'exclusivité. Fait que normalement, même principe que dans un contexte de M&A, quand tu signes un term sheet, le term sheet est souvent, en fait, habituellement non-binding, c'est-à-dire qu'il n'est pas contraignant. Fait que tous les termes qui sont là, ou la majorité des termes qui sont là, sont pas légalement contraignants. Fait que, si par exemple, tu avais négocié que tu allais avoir un board de 3 personnes, ben, tu peux pas te faire poursuivre si jamais tu décides de pas mettre. En tout cas, oui, tu peux faire ça pour d'autres raisons, mais c'est pas le term sheet qui va le rendre binding. Ouais. Fait que, ça se pourrait que les parties s'entendent pas sur le deal, que ça va pas de l'avant, puis c'est la vie. Mais il y a certains aspects qui sont binding, comme les dépenses d'avocat, mais aussi l'exclusivité. C'est-à-dire que l'investisseur se dit, ben regarde, moi, je vais dépenser des sommes importantes puis du temps pour faire une vérification exigeante. Je vais engager, mettons, des avocats. Je vais faire une vérification pendant des semaines d'accompagner pour être sûr que tout est clean puis tout est bien fait. Ben, si jamais je veux m'assurer que pendant que je fais ça, tu vas pas prendre mon term sheet, tu vas pas aller shopper around puis le montrer à d'autres investisseurs pour dire, hey gros, lui, il m'offre 10 millions de valeur, es-tu capable de m'offrir 15? Mm. Puis que l'investisseur se fasse un peu couper l'herbe sous le pied pendant qu'il est en train d'investir pour faire la vérification. Fait qu'il va demander une exclusivité, souvent, mettons, de 60-90 jours, pendant laquelle tu peux pas aller trouver d'autres lead investors. Ouais. C'est comme si tu te mariais pendant 90 jours à ce que si le deal se passe, ça va être avec ces investisseurs-là. Puis si jamais ça se passe pas, ben, tu peux attendre la fin de l'exclusivité à la fin du 90 jours. Puis là, après, aller voir d'autres investisseurs. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça te commet à une période, puis qui est mieux d'avoir du cash flow prévu en Ouais. conséquence. Parce que si Ouais. ta période d'exclusivité, c'est 90 jours, tu as 3 mois de cash flow, ben c'est comme c'est avec lui que tu vas te marier. Ouais, Fait que ça devient un mariage forcé, là, à organiser. c'est ça. Voilà. C'est très Fait que intéressant. c'est pas mal essentiel. Incroyable, man. Puis, écoute, comme je disais plus tôt, on a un paquet de contenu ensemble. Si les gens vont sur saspace.com/partenaire avec un S, Léviat, dans la section ressources, on met toutes les capsules, les pods qu'on a fait ensemble. C'était instructif, comme d'hab, mon vieux. Je suis vraiment content qu'on ait eu une convo là-dessus. Puis si Yep. le monde a des questions, t'es-tu à l'aise qu'ils t'écrivent sur LinkedIn, Guillaume Falardeau? Ouais, absolument. Ouais, puis c'est un truc, en tout cas, c'est un truc qui me passionne pour vrai, là, comme j'aime Ça vraiment, paraît, bro. j'aime le capital risque, j'aime ça aussi, aider les premiers fondateurs à passer à travers tous ces processus-là. Je sais que ça peut être comme ultra stressant, puis je suis toujours heureux de jaser avec les fondateurs qui passent à travers ce processus-là, donc ouais, ouais.
Ils peuvent m'écrire direct, ça me fait toujours plaisir. Guillaume, je t'apprécie. J'apprécie le temps qu'on passe ensemble, mon vieux. Fait que merci, Pareillement, puis mon je dude. te souhaite une bonne journée, mon gars. Toi aussi?